Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Ken Vilsain, à toute équipe technique, télévision nationale d'Haïti, à radio nationale d'Haïti, très content pour notre la aujourd'hui pour nous poursuivre avec série La Paroline, série Bad Bouche, nous, avec des personnalités qui constituaient l'équipe gouvernementale. Là, nous allons parler économie et finance, puisque invité à c'est ministre économie et finance, mais bien avant que je salue invité à qui me saluer collaborateur confrère dans la radio nationale d'Haïti Daniel Jean avec lui va partager plateau et c'est nous qui avons le privilège pour nous questionner ministre économie et finance sur réalisation sur perspective pendant 12 derniers mois passés et pour moi cap venir. Daniel, comment est tout bien en forme? Bonjour, bonsoir Kenny Vilsain, bonjour, bonsoir au ministre Michel Patrick Boisvert, bonjour, bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices et Télévision nationale d'Haïti qui a regardé édition spéciale ça. C'est un plaisir pour m'accompagner Kenny Vilsain pour nous capable parler économie et finance. Daniel Sodzil, invité c'est ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert. Avec lui, nous allons regarder globalement pendant 12 mois qui sont passés. Qui s'est réglé dans tête ministère ça et qui sa perspective et qui défi majeur les lever dans tête ministère qui est tout parmi défis ça qui était encore des défis à relever. Nous allons voir tout ça avec lui qui a commencé par saluer le ministre. Bonsoir monsieur le ministre, c'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau télévision nationale d'Haïti. Bonsoir Kendi. Bonsoir Daniel. C'est vraiment un plaisir pour moi après-midi pour me participer ensemble avec et dans télévision nationale d'Haïti. Radio et Télévision nationale d'Haïti. Donc, je profité de saluer le staff technique qui a accompagné l'après-midi et aussi les auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices et auditrices de Télé et Radio nationale d'Haïti. Exercice pour présenter là, monsieur le ministre, il va être compliqué parce que son fonctionnaire, un serviteur public de carrière, mais on essaie de faire quand même non pour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, radio, la télévision nationale d'Haïti. Bon, rapidement, et je suis capable de dire, moi c'est originaire de Petit Goâve et moi passé pratiquement les premières années de ma vie à Petit Goâve, c'est-à-dire je passé toute primaire Petit Goâve, arrivé sous deuxième année dans le secondaire et puis après ça je suis rentré Port-au-Prince. Alors bien entendu, je suis passé dans l'école des frères de Petit Goâve, ensuite 2 ans dans le lycée Faustin-Souloup et puis par la suite, je suis rentré à Port-au-Prince dans le centre de formation classique. Donc c'est là que j'ai fini boucler cycle secondaire là. Et puis après, j'ai fréquenté l'université de Port-au-Prince qui a inventé l'Institut de gestion et de comptabilité et puis la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Et puis ensuite, j'ai été en France pour un master en gestion de politique économique. Et carrière comme fonctionnaire? Carrière, moi, j'ai commencé très tôt. J'étais encore à l'université. Là, moi, j'ai gagné un premier job. Moi, sur concours à la BNZ, ensuite à la Banque de la République d'Haïti, où j'ai passé grosso modo presque 5 ans. Et puis, depuis 1995, je suis au ministère des Finances. Moi, j'ai représenté le ministère là comme directeur au niveau du département de l'Ouest, mais siège là était Tigouave. Et puis en 2010, après le tremblement de terre, j'ai été appelé à Port-au-Prince. Et depuis, moi j'ai occupé fonction directeur de l'inspection fiscale pendant environ 9 ans. Après, j'ai passé presque une année comme directeur général au ministère de l'économie et des finances. Et puis depuis, je suis ministre depuis le 5 mars 2020. Donc ça fait un peu plus de 2 ans depuis que je sers le pays comme ministre de l'économie et des finances. Un peu plus de 20 ans dans le ministère de l'économie et des finances, son ministère que supposément le ministre connaît sous le point de votre lit. D'ailleurs, c'est un ministre qui, dans le gouvernement, ça a un privilège pour traverser sorti dans l'ancien gouvernement pour arriver là aujourd'hui. Donc c'est évident que c'est connaissance de ministère là qui justement conduit à continuité ça. Je dis si on a présenté le ministère de l'économie et des finances, principale mission ministère ça, fonction fondamentale pour faire République la marché. Qui sont dit nous monsieur Michel Patrick Boisvert? Donc rapidement parce que nous avons pile bail pour nous donc nous avons pratiquement un peu plus de 27 ans déjà de carrière au ministère de l'économie et des finances. Donc, je n'ai pas de prétention de dire que le ministère est net, mais
et pour avoir traversé, je dirais, tout ce temps au ministère, donc on a dit j'ai une certaine connaissance du ministère et ça a aidé nous, je dis, à fonctionner, à occuper comme ministre. Donc, nous avons dit ministère des Finances, c'est un ministère qui régit par décret du 13 mai 1987 et aussi, il y a un ancrage dans un décret qui était consacré et l'administration centrale de l'État de mai 2005 et puis le décret aussi de mai 2005 qui traitait de administration publique. Donc, mission fondamentale du ministère de l'économie et des finances, c'est de mettre en œuvre la politique économique et du gouvernement, la politique économique et financière de l'État, et puis participer aux côtés de la Banque centrale et à la mise en œuvre de la gestion de la politique monétaire de l'État. C'est une mission qui est fondamentale, puisque politique économique et politique financière, l'État, le pays, c'est responsabilité du ministère de l'économie et des finances et son ministère tout, autant que l'autre ministère qui a un travail particulier que l'a fait, ne serait-ce que dans l'élaboration budget, budget de fonctionnement, budget d'investissement, côté l'argent, passé côté l'investi l'argent. On nous regarde le budget ministère ça. Est-ce que c'est un budget qui permet au ministère de faire travailler comme ça doit? Est-ce que c'est un ministère qui a les moyens de sa politique, monsieur le ministre? Donc, ministère des Finances, tant que tout autre ministère, lui-même, c'est vrai, il a un rôle qui est transversal puisqu'il est intervenu dans la vie de tous les autres ministères, mais il souffre de mêmes problèmes que tous les autres ministères, c'est-à-dire manque de moyens pour répondre aux besoins du ministère. Donc, il n'est pas un secret pour personne, même problème qui traverse l'autre ministère, il traverse le ministère des Finances tout. Parce que le ministère des Finances, c'est une vaste machine. Parce qu'il y a un pile d'autres entités qui dépendent de lui-même. Là, on parle de ministère des Finances, et il ne faut pas simplement ministère là. Là, on parle de Direction générale des impôts, on parle toujours de ministère des Finances. Là, on parle de l'Administration générale des douanes, on parle de Finances, on parle de IGF, on parle de Finances, on parle de IHSI, on parle de Finances. Donc, c'est pour dire que c'est une vaste machine, Direction générale du budget. Tout ça, c'est des entités qui relèvent du ministère de l'économie et des finances. Donc, budget ministère des Finances, toute entité que je cite là, il prend en compte tout budget, chaque entité. Ça. Donc, tout a le même problème parce que le pays fait face à des difficultés énormes parce que les recettes ne sont jamais au rendez-vous. Et puis, le pays il se fait un paquet de temps, il était censé et pas de accord avec le Fonds monétaire international, ce qui était privé pays de s'annouer les appuis budgétaires. Donc, les moyens étant ceux qu'ils sont, donc, le ministère des Finances, tant qu'on m'a dit, il y a un problème, tant que tout l'autre ministère. Vous rentrez pratiquement dans la tête du ministère de l'économie et des finances dans un contexte assez difficile, vous frappez par la question pandémie coronavirus là, vous frappez tout par le tremblement de terre qui ravageait Grand Sud là. Dis-nous non, qui mécanisme que vous avez employé pour permettre, pour limiter les dégâts économiquement que ensemble de catastrophes ça même être capable de. Donc, dans le niveau ministère des Finances, nous gagnons des outils à notre disposition qui permettent nous, que gagner des difficultés, pour nous ajuster les dépenses par rapport aux rentrées. Là, nous disons rentrées, ce n'est pas seulement les rentrées fiscales, parce que nous avons d'autres possibilités de financement. Nous avons recettes DGI, recettes la douane qui par exemple au rendez-vous. Mais nous gagnons et parler de appui budgétaire qui pas venir parce qu'en l'absence de programme avec le Fonds monétaire international, il est difficile pour un partenaire paysan venir pour aider. Donc, ils continuent avec les projets que vous avez qui en cours, il y a de l'autre projet qui sont venus, mais là, il s'agit de dons que vous fait payer. Mais c'est des dons qui gérés, nous capables de dire, par l'international, ils n'ont pas entré dans le budget de la République. Nous parlons de rentrée fiscale. Après rentrée fiscale, l'autre source que nous avons utilisée, c'est les bons du Trésor. Parce que là, nous n'avons pas de recettes, nous avons besoin, l'État faut qu'il fonctionne, ne serait-ce que pour répondre aux besoins incompressibles de l'État, nous faisons appel à financement par bons du Trésor.
Donc, bon du trésor là, ce n'est pas une source de financement qui est intarissable. C'est-à-dire, nous pas autant de bons que nous voulons mettre sur le marché à mettre. Parce que ça va dépendre du niveau de liquidité qui gagne dans le système bancaire. Parce que jusque-là, les bons du trésor sont vendus ou sont achetés par le secteur bancaire. Donc, ça, c'est une question. Je vais retourner sur lui parce qu'avec la Banque centrale, nous travaillons pour nous, si le public là tout, a participé à acheter bons du trésor. Après bons du trésor, l'autre source nous peut gagner, qui sont sources des fois qui nocives, ça dépend de quel niveau on fait. C'est ça nous relève le financement de la Banque centrale qui relève tout financement monétaire. Donc là, dans le cas de ça, pour éviter que nous ayons une hémorragie qui est trop grande, trop forte, nous utilisons le financement monétaire de la Banque centrale, mais dans un niveau qui est compatible avec le cadre macroéconomique que nous faisons pour le budget. C'est ainsi que pour l'exercice qui s'est passé, nous avons un financement monétaire qui était de l'ordre de 49 milliards de gouttes. Dans le budget, nous faisons des efforts pour nous mettre niveau financement plus bas. Dans le budget, nous avons un financement monétaire qui est à 46%. C'est quand même, c'est conséquent, mais c'est moins que ce qu'on a eu l'année dernière. Est-ce que ça vient à partir de Staff Monitored Project, un programme que nous avons signé ensemble avec le Fonds monétaire international dernièrement? Bon, la question ça mène moi à expliquer mon et ça nous est les SMP qu'on se dit là qui c'est Staff Monitored Programme que nous signons avec le Fonds monétaire international. Donc faut que me dit ça fait grosso modo environ 7 ans depuis nous pas de un programme comme ça avec le Fonds monétaire international. Il y a de cela 2 ans, nous sommes arrivés tout près à signature au programme ça, mais ça n'a pas arrivé fait. Mais là, fois ça, nous arrivons signer avec le Fonds monétaire international. C'est un programme très important qui gagne une durée qui a pétante sur un horizon de 12 mois. Il commence à courir à partir de juin 2022. Il a fini à pareille date en 2023. Donc ça, c'est un programme qui n'a pas de corps qui marche avec, pas de financement qui marche avec, mais il ouvre la voie pour nous capables de négocier avec l'autre partenaire d'Haïti sur les appuis budgétaires. Donc, programme ça, pour nous arriver là-dedans, nous avons gagné des mesures préalables que nous sommes supposés remplir. C'est des engagements pour le gouvernement haïtien. C'était le rapport Covid que nous entendons parler de lui. Et puis, le rapport Covid, c'est le rapport suite à des décaissements qui étaient faits. Le Covid est passé. Le Covid a commencé en 2020. Donc, nous avons une obligation. L'État haïtien a engagé les dépenses qui étaient faites dans le cadre de Covid, avec un rapport qui est fait. Et nous sommes tenus à ce que le rapport soit fait par l'organisme de contrôle de l'État, c'est-à-dire la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce qu'on a eu, on a eu le rapport. Et puis après, nous avons le budget qu'on devait adopter avant la fin de l'exercice. Et nous connaissons, ça fait déjà quelques temps, depuis que le gouvernement a adopté un budget pour l'exercice 2021-2022. Donc là, on nous parlait de mesures préalables qui étaient gagnées. Il faut que ça ait conditions, ça ait réunies pour nous être capables de gagner un programme avec le Fonds monétaire international. Et dans le mois de juin, comme je dit nous là, après un pile discussion, nous arrivons à signer un programme avec le Fonds monétaire international qui pourra ouvrir la voie après exercice ça, après 2023, pour que Haïti gagne des programmes consistants avec le Fonds monétaire international et le programme ça assorti de financement. Avec des financements conséquents qui ont venu des pays à partir de 2023 venant du Fonds monétaire international. Question ça tout pousser me garder avec vous, monsieur le ministre, feuille de route dans tête ministère. C'est vrai que nous connaissons le gouvernement ça a gagné des priorités qui identifiées dès le départ, c'est création d'un climat sécuritaire, politique, social et économique stable qui pour permettre de nous aller vers les élections. Mais malgré le fait que priorité ça a identifié, chaque ministère, chaque dans le secteur qui concerne, continue le travail. Et c'est ça qui fait que leur rentrée dans cette ministère, c'est vrai que déjà un projet qui commence à exécuter, mais avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement, de ce nouveau cabinet ministériel, on a une feuille de route qui est claire, qui s'acte là-dedans. Et je dis, 12 mois plus tard, si je considère le gouvernement ça prend fonction, c'est quoi le bilan dans tête ministère? Bon, là, c'est un peu vaste, mais on va essayer.
Et pour le ministère des Finances, Jean Collen sont entités qui les même malgré turbulence qui gagne, mais qui doit gagner qui doit quimber une certaine stabilité, parce que le ministère des Finances, comme dit, a un rôle transversal et tout l'autre ministère, un peu dépendent de ce qui a passé dans le niveau ministère des Finances. L'un dit ça, on prend un budget, il y a deux parties là-dedans, un budget de fonctionnement, un budget d'investissement. Budget d'investissement qui est relevé du ministère de la Planification. Mais pour la trésorerie, donc on comprend le ministère des Finances sur les deux volets, il est obligé d'intervenir parce que la gestion de la trésorerie, la gestion financière de l'État, c'est une mission qui incombe à ministère de l'économie et des finances. Donc, qui veut dire que ou là, que ou pas là, qui veut dire qu'on série de bagages ou pas passer de, qui veut dire dans une feuille de route ou tout ça yo commun comme action comme action que le ministère des Finances doit entreprendre. Nous avons gestion de la trésorerie, nous avons par exemple vaste chantier qui est en cours au niveau du ministère des Finances, c'est la réforme des finances publiques. Nous avons une réforme des finances publiques qui est là-dedans, un paquet de points. Nous avons un programme, un projet d'amélioration de la gestion des finances publiques. En dedans, nous avons l'autre composante, les SIGFIP, qui est le système intégré de gestion des finances publiques, qui pourra permettre nous à chaque fois porter des améliorations au niveau de la gestion des finances publiques, qui pourra déboucher sur sa relais et amélioration de la gouvernance. Là, nous prenons gestion de la finance publique, nous prenons OMRH qui est en tête. Alors, je donne un exemple pour nous capables ou bien OMRH, ou bien pension civile, ou bien budget. Présentement, pour mon employé dans l'État, ça nécessite que les dossiers qui passent dans l'OMRH. Après le dossier a sorti dans l'institution qui a recruté les gens, là dans l'OMRH, ils viennent dans la direction générale du budget pour traiter, c'est-à-dire pour être capable d'enrôler les gens sous feuille de paie de l'État. Les gens font carrière qui est enregistrée dans le trésor, et puis après, les gens va aller à la retraite. Vous voyez, aller au niveau de la gestion de la fin de carrière de cette personne est assurée au niveau de la pension. Donc, là, pour un système intégré de gestion des finances publiques, l'Abvini, il mettait toute entité ça ensemble, qui veut dire qu'il y a un meilleur suivi de fonctionnaires de l'État. Qui veut dire, maintenant, l'arrivée pour aller à la retraite, le système n'a bien marché. Eh bien, il n'y a pas besoin de Kounia, on a besoin de des gens qui ont 70 ans, 75 ans, 80 ans, qui continuent dans la fonction publique. Le système n'a fin bien mis en place, il est bien huilé. Donc, quand les pensions sont arrivées, même quand ça fait dans le pays étranger, eh bien, on a sorti il peut aller à la retraite sans problème, il n'y a pas besoin, c'est lui-même qui va demander pour faire valoir de à la retraite. Et je pense, dans le cas de l'émission, nous avons faire un petit point sur un programme qui est en œuvre actuellement dans le pays, le programme de départ à la retraite. Il commence avec les gens qui ont plus de 65 ans, mais l'objectif, c'est d'arriver à l'âge d'arriver pour aller à la retraite, pour les sortir de manière à ce que l'État soit capable de continuer à faire place pour les jeunes et du coup permettre que relève assuré dans la fonction publique. Donc, nous avons ça, nous parlons de ça, nous avons l'autre réforme qui a faite, c'est le compte unique du Trésor. Nous attendons dans la radio à parler de CUT, le compte unique du Trésor. Qui s'allie? Nous parlons de gestion financière de l'État. Qui s'acrive Kounia? Situation à vivre là, il y a un paquet de comptes qui disséminés un peu partout, c'est-à-dire chaque entité dans l'État, il y a un compte courant, il y a un compte qui est ouvert dans le système bancaire. Compte unique du Trésor, là, ça va le faire pour nous, il va le permettre, tout compte ça, l'État a vu sur eux. Qui veut dire tout compte ça, il va le faire pour venir dans le compte du Trésor. Ce n'est pas que l'entité après le perd du pouvoir sur le COB là, non, mais COB là vient dans le compte unique là, qui va le permettre l'État gagner une vue globale sur le niveau de trésorerie existant dans le trésor public. Donc, si nous n'avons pas de COB, qui ça nous fait? L'État est obligé de recourir au financement monétaire. L'État est obligé de vendre des bons du trésor. Et tout ça, le fait, c'est à coût d'intérêt. Alors que même l'État, ça, il gagne des COB
qui sur des comptes différents au niveau du système bancaire. Donc, une fois que nous entrons dans la logique compte unique du trésor là, donc l'État qu'on a, les cas de problème de trésorerie, mais c'est le regarder, toute trésorerie l'État a vrai à travers les différents comptes, la gain devant dans le compte unique du trésor. Donc là, ça, l'État a moins sollicité le système bancaire là, le problème. Donc ça va permettre nous, c'est des réformes de finances publiques, ça c'est des points importants dans la réforme de finances publiques qui pourra mener nous à aller tout dans, là on a parlé de réforme de finances publiques, il y a volet recette là-dedans parce que ça me t'a parlé nous là, il y a aspect quand nous parlons de dépenses qui gagnent salaire mounio, les fonctionnaires, nous parlons de compte unique du trésor qui va permettre nous d'améliorer la trésorerie de l'État, qui va permettre nous d'avoir vue sur la trésorerie de l'État à un moment donné, et puis nous gagnons tout l'autre travail qui a fait au niveau des organismes de perception. C'est ainsi que pour DGI, nous avons travaillé pour nous arriver à digitaliser certaines choses au niveau de la DGI. Mais avant, nous avons un document là, nous prenons le temps de parler de lui très prochainement, c'est le Code général des impôts qui est censé prêt, mais qu'on y a en circulation pour nous capables de recueillir des commentaires de toute partie, de tout le monde qui est intéressé dans la société, pour nous capables de faire valoir commentaires, pour nous capables d'intégrer dans le document que nous allons gagner pour nous discuter prochainement avec toutes les entités de la vie nationale. Et puis au niveau de la douane, on parlait de digitalisation qui est censé prendre en compte la douane tout, parce que dans le niveau des GI, nous avons un système, les RMS, qui permettent que y ait moins d'intervention humaine qui fait le vient payer un impôt, le contribuable vient payer un impôt. Donc, le système, il peut finir implanté dans tout point côté DGI présent. Mais l'objectif là, c'est arriver à ça. Donc, il est déjà présent dans certains points qui permettent de faire des améliorations au niveau de la DGI. Au niveau de la douane, nous avons Sidonia, nous attendons à parler de lui. À chaque fois qu'il y a des problèmes, nous attendons à dire Sidonia, les crash, les des bagailles. Donc, nous travaillons pour nous-mêmes au niveau du ministère des Finances pour nous arriver à mitiger les risques, c'est-à-dire serveurs, nous avons comment nous sommes capables de gagner des répliques de serveurs pour éviter que moins d'incidents qui gagnent au niveau de la douane, nous avons des systèmes bloqués, les bacs à travail. Et au niveau de la douane aussi, nous avons le code général et le code douanier qui sont prêts. Nous avons un nouveau code douanier qui est prêt et qui pourra le gagner pour l'adopter très prochainement en Conseil des ministres avant de mettre lui en vigueur, je dirais, au début de l'exercice prochain. Oui, monsieur le ministre, vous parlez de compte unique du Trésor. Alors, moi, je me demande, est-ce que c'est toute institution qui a payé la donne, y compris institution autonome? Et institution autonome, oui, parce que là, ça va le voir à ça nous relais et le secteur public non financier, qui veut dire là prend en compte tout ça gain comme disponibilité, qui veut dire là nous parler de l'État haïtien, il a besoin de trésorerie, il a une difficulté de trésorerie, et puis nous prenons par exemple, et on nous prend dans le niveau ministère des Travaux publics, tu as un corps qui allait pour dans le cadre d'un projet, comme là il viré sous compte travaux publics. Travaux publics pour dépenser. Mais Kounia, avec compte unique du Trésor, nous avons gagné une vue sous comme ça, qui veut dire compte ça qui gagne dans le ministère des Travaux publics là, l'a existé virtuellement, mais c'est un dans le Trésor public qui veut dire nous sommes capables de. Nous prenons exemple, nous prenons les travaux publics, même de prendre n'importe quel autre ministère qui gagne des corps, on nous prend par exemple ONA qui t'a gagné un corps. Il fait partie de Sandarele et secteur public non financier. OK? L'État ne va pas prendre un corps là pour l'utiliser. Mais si l'État a un problème de trésorerie, l'État fait et somme comme qui gagne, la poêle n'est pas dans une situation de découvrir en termes de trésorerie qui peut obliger à faire des prêts sur le secteur bancaire. Qui veut dire, là, regardez pour loin, il fait la somme de toute sa entité sous compte. C'est là qu'il finit de pas gagner, c'est là qu'il connaît le problème de trésorerie, il a le comme prêté. Donc, qui veut dire, ensemble d'entités qui gagnent compte dans le système bancaire, il y a comme ça, on va pas entrer dans le trésor public, mais
Il y a des comptes qui sont spécifiques, il y a des comptes qui de nature, il y a des comptes sur eux, tant que si nous prenons fonds d'urgence, nous avons entendu c'est un compte qui est utilisé, le gagner une catastrophe qui arrive, fonds d'urgence. Donc, c'est un compte qui prend des comptes pendant toute l'année. Mais il gère son compte qui était pour compte. Qui veut dire, là, nous dans le compte unique, là, qui veut dire, tout comme fonds d'urgence, là, il peut apparaître parce que là, nous-mêmes, quand il y a là, nous avons fait comptabilité, nous pas comptabiliser comme fonds d'urgence, là, dans comme trésor public. Alors qu'il fait partie du trésor public. Si nous prenons par exemple pension civile, son entité de l'État, qui lui-même a des comptes qui permettent de gérer les pensionnaires, prendre en compte les pensionnaires. Mais pour nous, nous avons un compte unique du trésor là, il peut le faire contre pension civile là, il peut le tourner ou l'autre sous-compte dans le compte unique du trésor là. Pension civile a toujours gagné autorité sous lui. Mais l'État, l'a fait solde en termes de trésorerie, l'a considéré comme pension civile là dans le compte unique du trésor. Donc la vertu de la création de ce compte, c'est pour nous capables de gagner une meilleure vue sur la trésorerie de l'État à un niveau donné et qui peut faire l'État moins recourir à des emprunts sur le secteur bancaire et qui fait l'État dépenser plus en pile comme parce qu'actuellement, les bons du trésor qui sont vendus par l'État rapportent plus de 10% au secteur bancaire. Qui te rappelle pour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, radio et télévision nationale d'Haïti, que invité nous aujourd'hui dans le cadre de série Bad Bouche avec personnalité qui constituait cabinet ministériel là, c'est avec ministre économie et finance dans M. Michel Patrick Boisvert. D'ailleurs, moi-même avec Daniel, nous avons le privilège pour nous poser la question sous travail dans la tête ministère économie et finance, un ministère qui est caractérisé par transversalité, en ce sens que travail tout ministère a un lien direct avec le ministère économie et finance. Pour aller là, monsieur le ministre, on a des principales préoccupations du ministère économie et finance, il y a des préoccupations d'ordre général. C'est généralement le ministère économie et finance qui a ça comme préoccupation, mais il y a des préoccupations ponctuelles. On a des préoccupations générales. Augmentation recettes ou bien recettes chaque année, c'est toujours une préoccupation pour le ministère de l'économie et des finances. Année ça, nous en fin d'exercice, nous à quelques 2 mois de fin d'exercice fiscal là, année ça, est-ce que nous avons dit recettes yo, ben un bilan positif pour recettes pour l'État haïtien? Non, nous ne pouvons pas parler pour le moment de bilan positif en termes de recettes. Au niveau de la DGI, nous sommes capables de dire, nous plus ou moins était prévision qui était faite, c'est-à-dire assignation en termes de recettes qui était faite à DGI. Mais pour la douane, nous sommes capables de dire on est très loin du compte. Donc, ce n'est pas sans raison, bon, nous sommes capables de voir et ça qui gagne dans le niveau de la douane, c'est ça qui expliquait le fait que récemment, il y a une nouvelle direction qui mettait dans tête la douane. Donc, c'est pour essayer de permettre de jouer une amélioration au niveau des perceptions douanières. Donc, comme nouvelle administration elle prend place, ça fait environ 2 semaines. Et 2 semaines, ce n'est pas 2 semaines sans turbulence. Donc, on attend de voir ce que cela va donner. Mais nous sommes capables de dire nous gagnons et il y a un manque à percevoir qui est assez important. Si nous prenons du début de l'exercice à maintenant, je veux dire, je pense que nous, avons boulé avec un manque de recettes de grosso modo entre 2,5 et 3 milliards. Nous avons identifié les raisons manque ça. Et les raisons, nous sommes capables de dire oui, on identifié, les raisons sont multiples. Il y a des raisons qui nous sommes capables de dire qui d'ordre administratif, gagné et qui en quelque sorte liés à des textes de loi nous gagnés qui pas trop coltés avec la réalité que nous vivons là, qui méritent de changer. Donc, je parle dans ce sens du Code général des impôts qui peut venir pour permettre de nous adresser certains problèmes au niveau des perceptions internes de la DGI. Et puis, nous gagnons tout avec le Code douanier qui va en vigueur bientôt, qui peut permettre de nous adresser des problèmes au niveau de la douane. Mais dans la douane, tant que vous parlez de tout comme DGI, il y a des mesures administratives qui, eux-mêmes, nous pensons,
et si on bien appliqué qui a permettre nous porter nous joindre des résultats et là résultats ça nous beaucoup plus attendus dans niveau de la douane. Tant comme dit le déficit il est des deux côtés mais au niveau de la douane nous gagnons un manque à percevoir qui est beaucoup plus important et sans compter nous capables de hémorragie nous gagnons dans la subvention des produits pétroliers. Donc chaque fois m'oblige de parler de lui parce que la réalité on la vit chaque jour. Dernière fois, je fais intervention, je parlé de subventions produits pétroliers qui étaient déjà atteint les 20 milliards. Là, nous parlons de financement, ce n'est pas ça, l'État perdu comme recette, non. C'est comme l'État sorti pour les payer les compagnies qui importent les produits pétroliers. Donc là, on est à presque 24 milliards de gouttes de financement, ce qui représente, si nous prenons en termes de mois de salaire, ça fait environ 6 mois de salaire. Malgré le dernier ajustement pris. Dernier ajustement pris, il faut que nous regardions dans quel contexte il était intervenu. Il était fait au mois de décembre 2021. De décembre 2021 jusqu'à 23 février, priorité à la hausse. Même bien prendre soin pour me préciser pour nous 23 février, parce que le 24 février, nous parlons de la guerre qui va déclarer en Europe de l'Est. La Russie, l'Ukraine. Donc, depuis le prio, et nous pas capable de supporter. Et malheureusement, conditions que nous vivons pas permettre de rien qui fait dans le niveau prio. Et ça nous a fait comme ajustement au mois de décembre. Et bien, longtemps, nous ne quittons pas ça derrière. Parce que ça n'a subventionné qu'on y a sur les produits pétroliers, c'est environ 500, plus de 500 gouttes sur la gasoline, sur chaque gallon vendu, et puis plus de 300 gouttes sur le diesel et le kérosène. Nous devons attendre à de nouveaux ajustements. Et bon, bien entendu, nous ne sommes pas capables de dire qu'on y a après un ajustement parce que nous pouvons travailler sur ça, et ça va être une décision du gouvernement, les ajustements, pour le faire, mais toujours est-il, la situation telle qu'elle est, elle n'est pas soutenable. Vous avez dit, monsieur le ministre, que la situation est intenable. Vous avez parlé de manque à percevoir au niveau de la douane. Nous sommes que le budget pour l'exercice 2021-2022 a été assez clair, pour un taux de croissance positif. Maintenant, dans cette situation, est-ce que prévision est capable toujours qu'un taux de croissance positif ça? Bon, nous verrons 4e année de décroissance? On reste optimiste dans le sens où on attend de voir ce que la nouvelle administration va apporter au niveau de la douane. Parce que en termes de recettes à comptabiliser, nous pratiquement gagnons, même quand nous sommes censés rester un peu plus de 2 mois, ça fait 3 mois nous gagnons juillet, août et septembre. Donc nous avons regardé pour nous qui est dernier trimestre là côté, s'il peut permettre nous et diminuer le manque à percevoir qui était observé depuis 9 mois au niveau des recettes douanières. Au niveau de la DGI, on se dit qu'il est vrai qu'il y a des recettes qui rentrent, mais ce n'est pas ça prévision même pratiquement bail. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous gagnons un plan pour nous capable d'améliorer la pression fiscale là en soi, que vous avez dit nous sur qui était à 5,6%. Est-ce qu'il y a une possibilité, il y a un mécanisme que nous allons utiliser pour améliorer la pression fiscale là, pour nous permettre que les recettes DGI permettent que le trésor ou à lui-même de rentrer, capable de venir au-dessus de prévisions que nous-mêmes nous faisons? Bon, vous parlez de pour nous et qui ça nous le faire, qui peut permettre de nous améliorer les recettes dans le niveau DGI. Nous-mêmes nous disons ça faire, c'est pour permettre l'amélioration des deux côtés. La DGI, nous comprenons, l'a évolué en deçà de sa potentialité. Je veux dire, même le nous assigné des recettes, les conditions sont difficiles, mais nous connaissons des DGI capables d'aller, tu as supposé aller au-delà de ça, les gains comme assignation. Donc, mesures nous apprenons, c'est des mesures qui ont touché et DGI et la douane. On parle de digitalisation. Ça a concerné la douane tout. Chaque dans le système qui concerne eux, mais nous travaillons tout pour nous arriver à un identifiant unique. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont enregistrés dans le niveau DGI, et bien nous supposons jouer ça à partir de même identifiant dans le niveau de la douane. Ça nous veut dire, le monde vient avec une importation, les gens qui fait importation ça, nous supposons jouer importation ça sous forme de TCA qui vendent
pour produits qui sont passés la douane, qui veut dire qu'il faut que nous fassions rapprochement. C'est ça que fait nous mettre en phase en pile sur digitalisation, nous mettre en phase sur moins de papier dans l'administration fiscale qui pour permettre de nous avoir moins d'intervention humaine. Donc nous ça commence à avoir des résultats. Moi je parle de RMS, côté RMS implanté, nous jouons déjà des améliorations au niveau des rentrées fiscales. Nous avons regardé avant, Monsieur le ministre, quelques préoccupations. Nous avons gardé des préoccupations générales et nous avons poursuivi avec eux, même si pendant les préoccupations générales, nous avons abordé une préoccupation ponctuelle, la crise liée à la pénurie des produits pétroliers. Nous avons commencé à peut-être pour nous retourner sur les anti-crasse. Mais nous avons toujours dans préoccupations qui paraissent des préoccupations globales. Pour la vie ou bien la vie chère, c'est qui est récurrent depuis quelques années. Et le fait que il y a un pile monde qui a des revendications, et particulièrement des fonctionnaires publics, sous causer possibilité pour une augmentation, pour un ajustement de salaire. Est-ce que c'est un point qui souvent revient au niveau du ministère de l'économie et des finances? Et si nous abordons, qui ça nous joint comme proposition de solution à préoccupation ça qui est souvent exprimée? Bon. Et nous tous qui là, c'est des fonctionnaires nouillés, nous sommes capables de témoigner de l'effort gouvernement qu'il a fait. Parce que nous avons fait une augmentation à partir de mai, tout de suite après l'adoption budgétaire, nous avons un ajustement qui portait et un ajustement assez important, je dirais conséquent, qui permet de nous améliorer la situation des fonctionnaires de l'État. Donc, nous sommes capables de dire, nous pas dire c'est une grande première, mais nous sommes capables de dire le niveau était tel que nous sommes capables de qualifier les de conséquents, parce que si nous prenons le salaire, c'est des bails qui passaient de 4 augmentations, dépendamment de tranches que nous avons retrouvé là, ils passaient de 4 à 48%. Donc, c'est pour dire que c'est des ajustements assez conséquents. Donc, il y a un autre point qui est dans la perspective parce que tout le monde attend que les ajustements qui sont faits dans le niveau salaire actif, dans le niveau pension, qui ça va le faire. Donc, nous tout profiter de dire, c'est qu'au niveau du ministère, on réfléchit, on fait des simulations pour voir à quel niveau va être l'amélioration dans la rente qui est distribuée aux pensionnaires, aux retraités de l'État. En plus, nous dit nous sommes capables de retourner dans le même cercle là encore à une possible augmentation prix produits et alors prix produits pétroliers qui pourra de sa transversalité qui va le faire prix produits première nécessité ou même augmenter. Maintenant, quand pile monde dit il y a pour tourner dans le même cercle là encore. Ça veut dire que comme vous avez gagné c'est comme si c'est même comme ça vous allez gagner dans par rapport ensemble avec ça, je ne sais pas s'il fait partie de perspective, c'est comment le ministère de l'économie et des finances entend contrecarrer le problème qui arrive. Bon, nous avons deux aspects là dans la question. Nous parlons de coût la vie qui est capable d'augmenter, ça sont une hypothèse, et puis nous posons l'autre hypothèse qui, au cas où, priorité ajustée sous le produit pétrolier. On nous quitte ça, étant donné le débat que ça a suscité dans le niveau et population, on nous quitte ça. Le moment venu, l'heure que nous avons bien pour nous parler de ajustement, s'il y a bien ajustement, là ça, nous sommes capables de garder les conséquences parce que chaque fois nous toujours fait des simulations sur les conséquences, sur les impacts sur les conditions de vie de la population, les impacts sur les coûts. Et pour nous dire dans l'autre mot, nous garder l'impact sur indice prix à la consommation. Donc, nous pensons, l'un pour nous faire, tout ça va faire l'objet de débat. Et puis, avec les parties prenantes, nous avons regardé comment on a mesuré l'impact et puis envisager toutes des mesures de mitigation, gens les recommander pour faire ça, les ajustements. Après, alors pendant la pandémie coronavirus, là, nous songeons que le président Jovenel Moïse, avec nous-même comme ministre, est venu ensemble avec un plan PREPOC qui est établi sur 3 ans, 2020 à 2023. Moi, je me demande où en sommes-nous avec PREPOC là? Bon, PREPOC, nous avons un programme ça, qui était établi après, je dirais, c'était
un programme de relance post-pandémie. Donc, c'est vrai, tout le monde a pensé, pandémie, l'elle est venue, tu as un vaccin, et puis après vaccin, nous avons tout de suite retrouvé nous dans ça, nous relais, une période qui venait après prépoque, après pandémie. Or, ce n'est pas le cas. Nous continuons à vivre avec Covid. Donc, plan lui-même, qui a gagné des projets, des activités, des programmes qui étaient supposés marcher ensemble avec. Donc, il y en a qui sont mis en œuvre, parce que ce n'est pas des bagages que nous allons chercher, nous imaginer. C'est ensemble de programmes qui étaient gagnés déjà, nous te prenons, programme ça, nous ajustons pour être venir en réponse qui peut te permettre l'économie de relever après Covid. Mais nous comprenons, situation que nous vivons, journée aujourd'hui, pas aucun projet qui est capable d'implémenter. Donc, nous avons un climat d'insécurité qui est aujourd'hui dans le pays, fait que tout programme que nous avons, donc, on attend pour le moment venir, comment on va le faire. Donc, nous regardons pour nous sur les 2 derniers, parce que nous parlons de période de décroissance, donc il y a 3 années de décroissance consécutive, et qui est-ce qui fait frais dans la dépense ou dans la situation ça, c'est des dépenses d'investissement qu'on peut arriver à faire. Pour arriver à faire des dépenses d'investissement, il faut couvrir en premier les dépenses incompressibles. Ça nous les dépenses incompressibles, c'est les dépenses de salaire et puis des dépenses qui permettent à l'administration de fonctionner chaque jour. Donc nous qui là, si ce n'est pas l'électricité, il faut que nous ayons un carburant. Nous comprenons? Donc ces dépenses, ça, nous arrivons à couvrir. Donc le pas de problème de trésorerie ou recette pas à point. Donc communauté internationale, là, ça lui promet de pas arriver à lui. Là, ça nous oblige de couper sur les dépenses d'investissement et ces dépenses, ça, en général, qui portent croissance, qui boostent la croissance. Donc, c'est ça que fait nous dans une situation de décroissance. Mais année ça, nous projeter en d'un budget pour nous rompre avec le cycle de décroissance, pour nous tomber dans une nouvelle ère de croissance, même quand il y a molle, nous prévoyons 0,3%, mais nous disons 0,3% au niveau dans les dépenses d'investissement que nous supposons rendre incompressibles. Donc la donne, peut-être le ministre des Affaires sociales, là, s'il passait déjà là, il a expliqué nous du vaste programme social du gouvernement qui gagne un budget de 3 milliards de gouttes et nous dit 3 milliards de gouttes, ça est incompressible. Qui veut dire qu'il faut que les dépenser. Vous comprenez? Et puis nous gagnons le PRIPS qui, après passage, tremblement de terre de 14 août 2021 dans la péninsule sud, qui veut dire que nous avons des dépenses de 2,5 milliards de gouttes qui sont censées être incompressibles, qui ont venu pour financer les activités dans les départements du sud. Donc tout ça fait que nous étions optimistes sur le 0,3 qui est projeté dans le budget 2021-2022. Donc tout ça c'est pour me dire nous, même si nous avons des dépenses incompressibles, c'est même genre tout nous fait des dépenses d'investissement, des dépenses incompressibles sur l'exercice, de manière à ce que le taux de croissance qui prévoit dans le budget pour nous essayer d'atteindre, bien entendu, nous avons toujours une pression au niveau de la douane, au niveau des GI, pour essayer pour être capable d'arriver. Une question sur la péninsule sud, là, c'est probablement la dernière question sur les défis. Avant de regarder les perspectives, avant de finir, monsieur le ministre. Nous connaissons depuis après passage tremblement de terre 14 août 2021, c'est en évidence que par rapport à la transversalité du ministère de l'économie et des finances, n'a pas dit sur son constat, et gagner ministère de la planification, tout qui sont ministères qui transversal et qui travaillent en pile sous documents qui pourraient gagner pour sortir après passage tremblement de terre là, que ce soit PDNA ou bien PRIPS là pour parler programme intégré relèvement péninsule sud là. Je dis par rapport à nos gagnants des prévisions que nous avons faites, ce document a identifié des besoins qui évaluent à près de 2 milliards de dollars américains, gagner des promesses qui étaient faites, gagner des dispositions que l'État a pris lui-même tout pour regarder dans quel niveau le cas intervenu, dans le besoin que nous gagnons sur le plan financier. Je dis si nous pas présenté un bilan de travail ça à date, qui ça a pied. Et nous censés à 2 mois, et un peu plus de 2 mois de la fin de l'exercice. Et Jean dit là, ministère du Plan,
dans son rôle transversal, c'est lui-même qui occupait de la gestion du budget d'investissement de l'État. Donc pour l'année 2021-2022, nous avons deux niveaux de dépenses d'investissement. Nous avons une dépense qui a réalisée dans le cadre PRIPS, qui supposait 2,5 milliards de gouttes. Et ces 2,5 milliards de gouttes, le ministère qui est impliqué dans la réponse dans le studio, nous avons fait tout ça pour 2,5 milliards de gouttes l'arrivée dépensée. Pour me remonter à sortir de l'un de fait conférence des bailleurs au mois de février, suite à l'inventaire qui était réalisé dans le sud, il y a besoin, grosso modo, de avoisiner les 2 milliards de dollars. Mais les besoins pour le relèvement, pour la réhabilitation des infrastructures publiques, ils étaient environ de l'ordre de 600 millions. Et dans 600 millions, dans la conférence des bailleurs, là, nous sommes capables de dire que nous sommes censés atteindre l'objectif 600 millions, même quand ce n'est pas 600 millions d'argent frais, parce que un paquet là-dedans, c'est des bailleurs traditionnels, nous parlons de BID, nous parlons de Banque mondiale, qui ont gagné des projets qui ont gagné là, qui fait des réaffectations pour être capable de dégager comme ça, qui pour aller injecter dans le département du Sud. Nous sommes capables de dire à date, pas de chiffres, mais gagner des montants qui sont à dépenser dans le Sud. Et le Trésor public lui-même, par rapport à l'engagement de 2,5 ans, l'a mettait tout en œuvre de manière à ce que les disponibiliser 2,5 milliards de gouttes là pour y arriver à faire des pensions avant la fin de l'exercice 2021-2022. Et qui t'aime profiter et faire un point en termes d'amélioration de la gouvernance. C'est un pilier réforme, c'est un engagement fort que le gouvernement prend. C'est la réforme au niveau de la gouvernance. Nous connaissons des points secrets pour personne. Il y a parlé de lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait une amélioration qui porte dans le niveau de gouvernance pays. Et ça, des fois, ils mettent devant le fait que les organismes autonomes gagnent des directeurs généraux qui, dans la tête organisme, qui pas relevé de le conseil d'administration. Donc, il y a un moyen de contrôle qui est capable de gagner pour améliorer la gestion au niveau des organismes autonomes, c'est la réactivation des conseils d'administration. Dans ce sens, nous sommes capables de dire ministère des Finances. Ensemble d'entités qui sous tutelle LIO, qui étaient douées du conseil d'administration, eh bien, depuis après février, côté gouvernement, il était bail des instructions claires qui pour demander pour réactiver le conseil d'administration. Les conseils d'administration sont réactivés. Qui pourra le porter nous, pour certains et de ces organismes, à revisiter les lois organiques qui sont désuètes. Qui veut dire qu'il faut que nous changions les lois organiques. Et puis, ça va le porter dans l'immédiat, c'est que nous allons organismes autonomes pour obliger à contribuer dans le financement du trésor public. Donc, c'est des notions qui étaient sous-cotées, ça fait quelques temps. Bien entendu, hormis et il y a quelques exceptions, parce qu'il y a un organisme qui était toujours appuyé le trésor. Donc, nous avons cité APN qui toujours contribué au financement du trésor public. Et pas APN seulement. Donc, APN, c'est une la donne, la BNC. Donc, nous travaillons pour nous rendre ça automatique. C'est-à-dire, une fois que le conseil d'administration qui est en place, qui est réactivé, donc là, ça, directeur général, il n'y a pas pour compte dans la conduite de la destinée de ces organismes autonomes. Donc, nous parlons de lois et organiques qu'on a pour visiter. Et puis, toujours, dans le souci pour nous améliorer la gouvernance, nous avons parlé de départ à la retraite, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui veut dire nous commencer une directive du gouvernement qui demandait pour les gens qui ont 65 ans et plus, qui sont dans la fonction publique, là, et pour envisager sortir de manière honorable à la retraite, parce qu'il y a un accompagnement pour les gens. Donc, il y a des cohortes qui sont sorties dans le niveau au moins 3 ministères. Donc, ça a continué. Son perspective, elle a continué, qui veut dire nous avons fini, parce que
et population qui visait environ 5000 personnes dans la fonction publique là, qui t'a supposé gagner plus que 65 ans. Donc, moun ça va aller et le mot d'ordre, c'est que pour chaque 2 personnes qui sortent, on va favoriser la rentrée de jeunes. Et cette rentrée va être réalisée sur concours. Qui veut dire que ça a des chances pour les gens qui sortent, les jeunes qui sont fraîchement diplômés, capables de chance d'intégrer la fonction publique. Et très prochainement, au niveau du ministère des Finances, pas un pile emploi parce que nous n'avons pas un pile monde qui sorti, mais nous avons un appel à candidature pour nous capables de recruter de jeunes au niveau du ministère. Et déjà, nous disons, comme c'est le cas au ministère des Finances, c'est des gens qui ont recruté sur le concours. Et puis l'autre point que nous devons faire, c'est que gagner le déclassement des véhicules. Donc nous comprenons au niveau du budget, c'est un poids énorme pour le Trésor, où on fait les dépenses sur des véhicules qui sont vieux. Donc un véhicule qui a plus que 8 ans, aujourd'hui en panne un peu partout dans la rue, et chaque réparation, c'est vraiment des poids énormes pour le Trésor public. Donc c'est ainsi que des dispositions prennent. Machine Sayo, qui a plus que 8 ans, il y a vendu aux agents de la fonction publique. Et les modalités de la séparation avec ces véhicules, les définit dans un arrêté que le gouvernement prend, il fixe les modalités, il dit mais comment on monde est capable de faire pour séparer de machines Sayo et monde capable d'acheter à tout, les conditions sont clairement établies dans l'arrêté. Donc voilà, pour ça, on est tenu à faire, parce que ça permet nous vraiment améliorer et je dirais la gouvernance, parce qu'il y a trop comme qui allait dans le ça et puis dans la rue, on a pour moins de machines l'État, parce que machines en général, ce n'est pas un service vrai qu'ils apprennent. Et Daniel n'a pas bouché une fin émission. Nous allons regarder des perspectives avec le ministre Michel Patrick Boisvert, notre ministère de l'économie et des finances. Mais pendant qu'on regarde des perspectives avec nous, monsieur le ministre, en tout profiter par rapport à la perspective que vous gagnez, qu'est-ce que nous comptez faire dans le niveau gouvernement que vous la donne en tant que grand argentier de la République pour nous freiner descendre ça, goutte la fait par rapport à devises étrangères, particulièrement dollar. Et là, rapidement, moi, je dire, question posée, elle est rentrée dans le champ de compétences Banque centrale. Parce que la conduite de la politique monétaire du pays incombe prioritairement à la Banque centrale. Bien entendu, étant donné qu'il doit y avoir cohérence entre la politique budgétaire et la politique monétaire, donc nous ne pouvons pas dire que c'est la Banque centrale. Pour contre, dans le niveau ministère des Finances, nous gagnons des dispositions que nous tous nous supposons prendre. Je parle de financement monétaire. Le financement monétaire, c'est un canal par lequel peut passer la dégringolade que nous avons, dépréciation de la monnaie. Donc, nous avons un financement monétaire l'année dernière, moi, c'était 49. L'année ça nous est passé à 46. Et l'objectif, c'est d'arriver à zéro financement monétaire. Donc, ça a demandé qu'il pile l'effort qui est fait dans le niveau perception de recettes. Donc, ça, c'est un premier élément qui peut permettre, parce qu'il y a un côté nocif dans le financement monétaire à partir de certains niveaux. Donc, nous-mêmes, nous avons bataille pour nous réduire graduellement le financement monétaire. Ça, c'est un aspect. Et le financement monétaire, nous consacrons nos documents que nous appelons le pacte de gouvernance, que nous signons récemment avec la Banque centrale. C'est pour garantir, c'est pour envoyer un signal aux agents économiques pour nous dire qu'il y a un engagement qui est pris en termes de financement monétaire, de côté, nous ne pouvons pas aller. Qui veut dire c'est pour 10 mounio, il n'y a pas de quoi de s'effrayer. Financement monétaire qui gagne son financement qui est compatible avec le cadre macroéconomique, qui veut dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et en plus, dans le niveau gouvernement, nous avons l'autre outil, c'est que nous jouons sur la trésorerie. C'est-à-dire, nous avons des recettes, nous avons des niveaux financement monétaire, nous avons des niveaux bon du trésor que nous avons mis sur le marché. Et s'il faut que nous compresser beaucoup plus sur des dépenses, parce que là, on n'a pas qu'à gagner recette, c'est dans des dépenses pour jouer. Donc, tout ça, si les dépenses ne sont pas contrôlées, on va faire plus de financement monétaire. Et si on fait plus de financement monétaire, c'est Goudla qui va le payer ça, c'est Goudla qui va déprécier. Donc, avec la Banque centrale, on s'est entendu sur un niveau de financement monétaire, un niveau pour les bons du trésor. Donc, ça permet nous-mêmes, en même temps, en parallèle, nous jouer sur les dépenses. Donc, la Banque centrale lui-même
il a les outils à sa disposition. Il a les instruments de la politique monétaire qui est à disposition, que la PCE jouer ensemble avec eux. En plus, il a des autres outils sous côté. Nous prenons par exemple, et Banque centrale, les bons BRH que les mettez, c'est pour permettre de sécher le marché en termes de liquidité qui gagne sur le marché, pour permettre l'arrivée contenu. Tout ça, c'est à côté des instruments et que tout le monde connaît, des instruments de politique monétaire. Banque centrale lui-même l'a fait travail par nous-mêmes pour question de cohérence entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Nous mettons tête nous ensemble. Et on a eu des séances de travail et demain, on va continuer avec des séances de travail avec la Banque centrale pour voir comment stabiliser la goutte, parce que c'est une mission Banque centrale. Perspective. Oui. Perspective. Perspective. Pour jouer Cap Vinio, ça on peut attendre. C'est que jusque-là, nous avons évolué dans ça, nous avons un budget de moyens. C'est-à-dire, nous garder à très court terme, c'est-à-dire pour un exercice fiscal, qui ça recette à pied et qui ça taux de croissance à pied, qui ça niveau d'inflation à pied. Mais là, nous entrons dans un programme que nous relais. Alors, nous avons travaillé pour nous arriver, pour sortir dans le budget de moyens, pour aller vers un budget programme. C'est-à-dire, là, nous avons fait un budget, nous avons fait pour 3 ans. Un budget glissant sur 3 ans, c'est le cadre budgétaire à moyen terme qui a permis tout, ou une vision, une visibilité déjà sur qui ça niveau recette à pied sur 3 ans, qui ça nous va gagner comme inflation projetée sur 3 ans, qui ça va gagner tout comme taux de croissance sur 3 ans. Qui veut dire l'heure où un projet va fait, vous êtes capable de regarder la durée de vie projet, ou du projet ça va réaliser sur 3 ans, donc vous faites projection, même quand c'est 3 ans, ou dit soit année ça va financer une partie, qui veut dire qu'il a fait que même les changements de gouvernement qui fait, même les changements dans le niveau de l'État, les gens qui viennent là, ils ont un cadre qui là, ils peuvent toujours améliorer, vous comprenez? Mais nous ne pouvons pas faire des dépenses. Chaque année, on fait ça, et puis l'année prochaine, nous faisons l'autre. Donc, nous allons aller bâtir un budget programme. Donc, ça, c'est un gros élément que nous allons gagner à partir du budget 2022-2023. Nous parlons de réformes qui a continué parce que nous gagnons pour nous mettre RMS, tout côté qui gagne DGI pour gagner RMS qui là. Dans le niveau de la douane, nous parlons de interconnexion. Interconnexion, la douane, DGI avec les finances, qui veut dire le monde qui vend l'État un bagage, eh bien, il faut que les gens tout, le DGI a cherché, il est capable de vendre ça. Parce qu'actuellement, les gens vendent l'État, ils ont identifiant. Dans DGI, ou pas jouer de ça, un monde qui vient de la douane ou pas jouer qui veut dire avec identifiant unique, c'est une interconnexion qui peut le gagner. DGI a bien accès pour les gens qui vendent l'État service, comment les cerner pour faire les gens payer. Et puis c'est de même, un monde qui vient avec une importation, les DGI a fait rapprochement entre importation, volume de importé avec ça le déclaré, les ventes, il faut que DGI arrive capable de faire ça. Et si nous arrivons à faire tout ça, recette il a augmenté. Nous avons un programme de départ à la retraite là, tant que nous dit qu'on y a qui touche les 65 ans et plus, mais qui est pour le continuer, parce que l'objectif c'est d'arriver à faire ça la loi dit 58 ans et plus. Les gens doivent normalement partir à la retraite pour l'État capable, parce que c'est comme ça le fait dans tout l'État. Mon a sorti, mon a entré, parce que là nous regardons des masses, nous qui sorti dans l'université. Pas jamais bon côté moun nan ka aller ou dit pour ton CV et puis ils font un concours pour y prendre. Donc c'est moun qui a cherché sous côté qui ça pour faire. Donc n'a pas essayé de systématiser ça de manière à ce que nous connaissons chaque année une série de moun qui a sorti et chaque année l'État a baillé des places à des jeunes dans la fonction publique. Donc après ça nous parler de pour les pensionnaires parce que nous pensons c'est faire justice si actif yo gagner moun qui actif kounya c'est pour aider les pensionnaires. Donc, nous allons revisiter la grille pour les pensionnaires et son bagage qu'a fait très prochainement. Donc, voilà en gros, ça nous capable d'espérer pour les prochains mois qui pourraient venir là en termes de perspective. En attendant que nous venions avec le budget 2022-2023, nous sommes capables de dire qu'il a adopté fois ça avant le premier jour de l'exercice 2022-2023. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Phil Daniel, c'est un plaisir. Alors.
Merci Kenly, merci Monsieur le Ministre, merci à tous téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti et auditeurs et auditrices Radio Nationale d'Haïti. Merci aussi aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Nationale, Télé Radio Nationale. Merci aux techniciens qui nous ont assistés. Voilà. Il était pour me dire nous merci tout d'être que nous t'ai accordé nous temps ça pour nous suivre édition spéciale ça avec ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert. Merci à l'équipe technique de la Télévision Nationale d'Haïti qui t'a rendu l'émission ça possible. Ou même qui des écrans ou même qui des récepteurs radio. Merci d'être que avec nous. Restez branché radio et Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation série Bad Bouche là après poursuivre.